Alors quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Roumanie? Bah, d'y aller, de pas se limiter aux clichés qu'on peut avoir en France, vraiment de tenter l'expérience, la Roumanie, un peu comme la France en fait, d'une certaine manière, il y a tout en termes de relief. Tu veux aller, à la mer, tu as les bords de la mer Noire, tu as le delta du Danube qui est sublimissime, enfin, qui vaut vraiment le coup, où il y a des espèces protégées, il y a énormément d'espèces protégées. Tu veux aller à la montagne pour skier, tu peux. Tu veux aller à la montagne pour randonner, tu peux. En plus, tu as du coup différents dénivelés en fait. Donc, si tu veux skier, tu vas à un endroit. Si tu veux aller faire de la rando, tu vas à un autre endroit. Tu veux aller dans des villes, tu peux. Toutes les villes de Transylvanie, il y a un air un peu de, enfin, il y a des restes de l'Empire austro-hongrois, donc tu vois, il y a aussi cette ambiance-là. Euh, c'est d'y aller en fait. C'est de faire confiance à son instinct et d'y aller. Les gens sont accueillants de manière générale. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Anaïs, comment tu vas? Salut Thibaut, bah ça va super bien, merci. Et toi? Ça va super, merci. Alors, on va commencer ce nouveau podcast. Donc, qui es-tu et de quel pays vas-tu nous parler? Alors, je suis Anaïs Girard et je vais vous parler aujourd'hui de la Roumanie. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots sur ce que tu fais dans ta vie actuellement? Ouais, je travaille pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Je monte et je gère des projets européens pour le compte de la région. Et à côté de ça, je suis présidente du Centre culturel franco-roumain à Nantes, qui a été cofondé avec une amie, Maria Toader. Depuis quasiment 2 ans, en juin, on arrive à notre anniversaire de 2 ans. Trop bien. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce centre culturel franco-roumain? Ouais, le centre, on l'a réfléchi en novembre 2019 à la fin de la saison France-Roumanie qui a été initiée par l'Institut français Paris. Donc tous les ans, l'Institut français met à l'honneur un pays. Et en 2019, c'était la Roumanie. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont été menés sur le territoire Pays de la Loire, région Pays de la Loire, notamment grâce aux comités de jumelage qui sont hyper actifs avec la Roumanie. Et fin 2019, on savait que c'était la fin de la saison et on s'est dit ok, non mais ça peut pas s'arrêter. Il y a eu tellement des événements super, des gros concerts, tant de groupes roumains enfin en mode hip-hop, rap ou de la musique classique, des expos, des lectures, enfin vraiment top. Et on s'est dit ok, ça peut pas s'arrêter, il faut qu'on surfe sur cette vague et sur le dynamisme qui a été créé par la saison. Donc, bon, bah, on se lance, on monte un centre culturel. Et en fait, on a la chance à Nantes d'avoir une maison de l'Europe qui fédère déjà 4 autres centres culturels binationaux, donc allemand, espagnol, britannique et italien. Et on a été très très bien accueillis dans notre démarche, tant par la ville que par la maison de l'Europe. Donc on s'est dit, ok, on se lance. Donc on a créé le centre. Le premier objectif du centre, c'est tout ce qui est valorisation de la culture roumaine. Donc faire connaître la culture roumaine vraiment sous tous les angles. Artistique, cinématographique, la peinture, la sculpture, la littérature, etc. Et la musique. Et le deuxième, c'est de renforcer le partenariat qu'il y a entre les villes de Cluj, Napoca et de Nantes, puisque les deux villes sont partenaires depuis la fin des années 80, début des années 90. Il y a eu un petit flottement entre 92 et 2007. 2007, entrée de l'Union européenne, entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, donc regain un peu de voilà d'intérêt. Il y a eu une semaine de la Roumanie à Nantes qui a été organisée par la Maison de l'Europe, quelques activités. Puis pareil, après c'est redescendu.
Et 2018-2019, voilà, ça a repris vraiment fortement. Donc, on s'est dit, OK, on continue sur cette vague-là. Et en fait, on a terminé toute la démarche officielle en mars 2020. Et on a lancé officiellement le 24 juin 2020, puisque le 24 juin, c'est la journée internationale de la blouse roumaine. Donc, on s'est dit que c'était un super symbole. Donc, on a associé les deux. Donc, dans 3 mois, quasiment 3 mois, on fête nos 2 ans. Voilà. Trop bien. Bon Ouais. anniversaire en Merci. avance. Est-ce que vous avez des projets avec le Centre culturel roumain qui vont arriver? Oui, on a un gros projet le 21 mai. On participe à un festival. Donc, festival organisé par des étudiants d'une école de communication à Nantes, qui regroupe, en fait, qui a choisi de mettre plusieurs pays à l'honneur et des pays francophones, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui a été monté dans le cadre du groupe francophonie de la ville de Nantes. Et ils nous ont proposé de participer, donc on va avoir un atelier de cuisine roumaine, on va avoir un atelier de coloriage sur les blouses traditionnelles roumaines, puisqu'en fait on a auto-édité un livre en fin d'année, un livre de coloriage sur les blouses traditionnelles roumaines avec le centre, et une illustratrice roumaine qui s'appelle Félicia. Voilà, on aura un défilé de blouses roumaines aussi, on a prévu un workshop sur les danses, en gros danse folklorique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un atelier de broderie aussi, et je pense qu'on va essayer de mettre également initiation au cours de roumain, initiation à la langue roumaine. Ça, c'est pour le 21 mai. Et l'autre chose sur laquelle on planche là depuis quelques semaines maintenant aussi, c'est un festival de films. Premier festival de films roumain à Nantes, je pense, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a eu quelques diffusions, mais pas festival au sens festival du terme, donc sur plusieurs jours. Donc court et long métrage dans un cinéma et dans 3 autres localisations de Nantes, des bars et Europa Nantes, qui est en fait le bâtiment qui accueille la Maison de l'Europe et les 4 autres centres binationaux. Donc on est en train de travailler sur ça, on planche là avec plusieurs bénévoles, une journaliste, un chargé de projet, le cinéma en question qui va nous accueillir, et puis d'autres personnes qui se sont greffées au fur et à mesure sur le projet. Donc gros boulot, mais super excitée de ce nouvel événement qui arrive bientôt là, au mois de juin. Bon, bah, trop cool. Dès que tu as les dates, tu nous les donnes et on les Oui, partagera sur AID. totalement. On avait été partenaire, nous, avec AID, de la saison France-Roumanie qui avait été Ouais. organisée par l'Institut français. Et c'était cool parce que Jean-Jacques Garnier, qui curatait un peu toute cette saison, avait fait énormément d'événements dans toute la France et puis aussi en Roumanie pour mettre en avant la France. Donc c'est cool de voir que de nouveaux projets arrivent grâce à cette saison. C'est vrai qu'on a eu la chance en Pays de la Loire d'avoir beaucoup d'événements. Moi, ma crainte, c'était que tout soit localisé sur Paris, qu'il Mhm. y ait beaucoup de choses qui soient organisées par l'Institut culturel roumain à Paris et l'ambassade de Roumanie en France. Et en fait, vraiment, les associations, les comités de jumelage se sont emparés de ça. Et ils ont fait un travail vraiment de fou sur la région Pays de la Loire. C'était impressionnant le nombre d'événements, quoi. Donc, Ouais. c'est top. Mm. Ouais, c'était pareil à Lyon aussi. Tous les gros événements dans toutes les métropoles françaises ont vraiment accueilli cette saison Mm. avec beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Donc c'était vraiment cool à voir en tout cas. Mm. Une très belle saison. On espère qu'il y en aura d'autres des comme Ouais, ça. moi aussi, j'espère. Mm. J'espère aussi. Alors, est-ce que tu es originaire de Roumanie? Je me souviens qu'on s'était rencontrés, nous, à Belgrade, en Serbie. Ouais. Mais du coup, tu nous parles de la Roumanie aujourd'hui. Est-ce que tu es originaire de ce pays? Oui, ma mère est originaire de Bucarest, Ok. et mes arrière-grands-parents de Transylvanie. Donc ouais, je suis binationale, je parle roumain parce que bah, ma mère nous a parlé roumain quand on était petite avec ma sœur. Donc j'ai 2 langues maternelles. Et après, bon, voilà, ma mère est arrivée en 82 en France, donc j'ai grandi en France, mais je suis franco-roumaine. Et est-ce que tu y retournes assez régulièrement? Alors, tu vois, j'étais en train de compter et ça fait 4 ans que je suis pas allée. En D'accord. avril, ça fera 4 ans. Et, et ça me pèse énormément. Et en gros, j'ai prévu mes vacances d'été. Donc là, je pars 3 semaines Trop en bien. Roumanie. Mais on y allait régulièrement quand on était enfant, pour les vacances d'été notamment, pour voir les grands-parents, pour voilà, voir la famille. Et moi, j'ai eu la chance d'habiter là-bas entre 2014 et 2015.
Et après, j'y suis retournée régulièrement, 1 à 2 fois par an et la dernière fois pour Pâques, en 2018. OK, trop cool. Mmh. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en Roumanie? L'accueil, la gentillesse, le sens de l'accueil, enfin, tu peux être, perdu dans la montagne, tu croises quelqu'un, il te file un coup de main, il te dit: «OK, bah, si tu besoin de dormir à la maison, tu dors à la maison», il te fait à manger, enfin, ah oui, vraiment, l'accueil, ça m'a surprise, dans le bon sens, ouais. Ouais, moi, je me souviens, que j'étais à Bucarest il y a quelques années, on était tombé sur des Roumains qui parlaient français aussi. Ils sont hyper francophones. Ouais, Il y a 4 millions de Roumains qui parlent français en Roumanie, hein. Oui, c'est ça, oui. ouais. Alors, est-ce que tu as 3 coups de cœur à nous partager sur la Roumanie? Alors, ouais, à Bucarest, j'ai le parc Cismigiu. Et avant, en fait, le parc Cismigiu, il y a une intersection entre le Cala Victoriei et le boulevard de la Reine Elisabeth. Et en fait, ce carrefour est un mix pour moi au niveau de l'architecture qu'il peut y avoir dans Bucarest. On a le cercle militaire qui est plutôt les années 1800. On a un nouveau bâtiment en face qui a été entièrement rénové, un hôtel particulier qui est magnifique avec une belle coupole un peu en style. Alors voilà, pour moi ça fait un peu byzantin. Et en face, on a un gros bâtiment stalinien de l'époque communiste. Et je trouve que ce carrefour représente totalement le, le côté éclectique, architecturalement parlant, de Bucarest. Je trouve ça vraiment génial. Et quand tu descends un petit peu plus loin, t'as un super parc qui s'appelle Cismigiu, qui est hyper agréable, avec plein de fauteuils individuels en métal qui sont posés. Donc tu peux te poser avec tes copains pour discuter et tout. Et ça donne un peu un poumon vert dans une ville qui a un trafic automobile qui est assez dense. L'autre coup de cœur que j'ai, c'est pour Timișoara. C'est une ville que j'ai découvert en 2014, dans laquelle j'avais pas été avec les parents parce qu'on quand on voyageait en voiture, on passait pas à la frontière là-bas. Et très mignon, vraiment super sympa. En plus, ça a été refait. Il y a eu énormément de travaux d'aménagement qui ont été refaits. Donc, ça a beaucoup évolué sur les dernières années et c'est une ville trop cool, dynamique, avec toute une partie culturelle qui est en train d'émerger, très chill en même temps, enfin vraiment très sympa. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est top. Et le dernier coup de cœur que j'ai, c'est la montagne, en fait, toute la partie montagne en Transylvanie, et je pense notamment au château de Sinaia, Peleș, le château Peleș à Sinaia, qui est un château dans lequel la famille royale a habité, qui est sublimissime, les intérieurs sont en bois, enfin vraiment superbe. Et toute la zone, en fait, toute la nature qui est à côté est superbe. Et si je devais parler d'une zone en fait plus large, je parlerais de la montagne en Roumanie, dans cette zone-là qui est superbe, côté de Brașov, Sinaia, Bușteni, toute cette zone qui mérite vraiment le détour. Mmh. OK, c'est noté. Mm. On note tous ces lieux pour nos prochains voyages en Oui. Roumanie. On a fait pas mal de podcasts d'ailleurs sur la Roumanie. On avait Anouk qui nous avait présenté notamment Timișoara et toute la scène Alors, culturelle, de la ville. mm. On avait une Inog aussi qui nous avait fait, un podcast sur, Cluj-Napoca et Ah, Bucarest. c'était. Et puis on avait fait un podcast avec Romain Duterre Oui, qu'on a que eu en tu dédicace fin ouais, février là. Ouais. tout à fait, j'avais vu passer ça, ouais. Mm. Alors est-ce que tu as une routine particulière quand tu es sur place? Ben, pas trop en fait. J'étais en train d'essayer de me remémorer, enfin quand j'y étais en 2014-2015, je travaillais pour l'ambassade de France. Donc si, enfin ma routine en gros, j'étais pas très loin, donc j'allais à pied. Je m'arrêtais à la boulangerie qui vendait des covrigi et des plăcintă cu mere sur le chemin, et je prenais ça en mode petit déj avant d'aller au travail. Après, j'ai pas vraiment de routine. Quand je suis à Bucarest, plutôt pour des voyages, pour aller voir ma famille, tu vois, j'en profite pour passer du temps avec eux, soit chez eux, soit on se balade, on va dans Herăstrău, qui est un autre grand parc dans Bucarest, où on va à la montagne parce que on a la chance d'avoir un de nos cousins qui a un appartement à Bușteni à la montagne, donc on en profite pour faire des randos et tout. Mais j'ai pas une routine fixe. OK.
Mmh. OK, OK. Est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert, un festival à nous conseiller? Ouais, un des un des lieux que j'adore dans Bucarest, c'est Grădina Eden, donc le jardin Eden, qui est sur la rue Cala Victoriei, qui en fait est une très grande parcelle qui a été laissée en friche pendant pas mal de temps, qui a été du coup donnée, je pense, ou louée par la mairie de Bucarest à en fait, à un bar. Donc en fait, il y a un bar qui s'est ouvert en plein air qui est hyper agréable. T'as plein d'espaces un peu cachés. Enfin, tu vois, il y a un côté intimiste dans un espace qui est très vaste. Et ce qui est un peu particulier avec ce lieu, c'est qu'en fait, on a cru pendant quelques années qu'il allait fermer pour faire place à un centre commercial. Et je vois que, tu vois, on est en 2022, donc il existait déjà en 2014, et en 2022, il est toujours là. OK, Donc je me dis que cool. peut-être que la partie supermarché a été abandonnée, ce qui serait vraiment super. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Sara Eden, donc pareil, qui est aussi un bar assez sympa dans un autre coin de Bucarest, pas forcément très loin, mais assez chouette aussi pour se poser, boire des coups en extérieur. Le printemps et l'été, c'est hyper agréable. L'été, on peut aller jusqu'à 42 degrés dans Bucarest, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile pour ceux qui supportent pas les fortes chaleurs, mais sinon, c'est vraiment chouette. Et une salle de concert, alors plutôt une boîte de nuit que j'appréciais beaucoup à l'époque et qui, je pense, ça doit toujours être le cas, qui passait des très bons sons, c'est Control. C'est un club voilà, dans Bucarest qui est assez top. Si je devais parler d'un autre lieu, mais qui a disparu maintenant, c'est Fabrica de Pensule à Cluj, qui était un haut lieu de la culture à Cluj, qui a fermé malheureusement il y a quelques années, mais qui méritait vraiment le coup. En fait, je sais pas exactement quel type d'établissement c'était auparavant. En fait, tu avais plusieurs étages et tu avais les ateliers d'artistes qui étaient ouverts, donc tu pouvais te balader. En fait, pour moi, ça me fait penser un peu à un lycée chez nous, tu vois. Mmh. Et vraiment énormément de gens qui étaient installés là-bas et ça a fermé malheureusement il y a quelques années, mais ça vraiment ça valait le détour en termes de culture. OK. OK, Mm. OK. On va parler maintenant gastronomie locale. Oui. Tu nous as déjà un peu mis l'eau à la bouche, mais est-ce que tu as des plats typiques à nous conseiller? Et ben l'un des plats typiques, je dirais, c'est les sarmale, donc les feuilles de chou qui enrobent de la viande et qui sont du coup mijotées dans une sauce pendant plusieurs heures. Ça, c'est un plat typique de la Roumanie. On peut rajouter la polenta, et notamment momolig, on dit momolig cu brânză, donc de la polenta avec du fromage. En fait, tu as un fromage de chèvre frais qui est râpé, tu rajoutes un œuf sur ta polenta. Enfin, ouais, j'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Et en dessert, bah, les plăcinte cu mere, donc en fait de la pâte feuilletée avec à l'intérieur une compotée de pommes, excellent, ou les papanaches, qui sont des petits beignets qui généralement sont agrémentés d'une sour cream, enfin une crème, c'est pas de la crème fraîche, c'est un mix entre la crème fraîche et la crème liquide, mais Mmh. assez pas sucré, vraiment une base assez neutre. Et en fait, tu rajoutes par-dessus de la confiture de cerises amères ou généralement de la cerise amère. C'est trop bon. Du coup, comment on peut rencontrer des locaux sur place? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Alors, moi, j'ai trouvé que les Roumains étaient assez faciles d'accès. Mmh. Clairement, tu vois, enfin, là, en réfléchissant à une rencontre, c'est un truc qui m'a marqué, mais même si j'ai plus de contact avec eux aujourd'hui ou très peu, en fait, j'ai été fascinée de voir quelle facilité c'était en fait de pouvoir rentrer en contact avec des locaux. Et bah, j'étais dans un bar qui est à côté de l'ambassade, donc qui s'appelle le A1, pareil très sympa, assez chill, un peu hipster, faut se l'avouer. Je sais pas, on était en train de discuter. Enfin, moi, j'étais toute seule, je devais être en train de prendre un café. Il y avait un groupe de Roumains qui était en train de discuter et tout. Et à un moment donné, il y en a un qui est allé au bar. On s'est retrouvés au bar pour commander et on a commencé à discuter. Et je suis rentrée en contact avec toutes les personnes du coup qui étaient à sa table. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des discussions qu'il y en a dans le lot qui étaient très impliqués dans tout ce qui était préservation du delta du Danube, enfin tous les collectifs qu'il peut y avoir autour de ça. Et l'autre, elle bossait pour la Romanian Design Week, ou ouais, Romanian Design Week. Et donc hyper intéressant, des rencontres fortuites,
Mmh. qui marquent encore, 8 ans après. Même si je les suis toujours sur les réseaux sociaux, on n'est pas resté forcément en contact proche, mais j'ai trouvé que du coup, il y avait une certaine facilité à rentrer en contact avec eux. Donc, dans des bars, dans des bibliothèques, enfin, dans des librairies, pardon. Euh, je sais pas, vraiment un contact facile. Ouais, puis même si tu es perdu dans la ville ou quoi, les Ouais. gens vont facilement Mm, venir t'aider, te donner des conseils ouais, ou si tu cherches ton chemin, ouais. Mmh. totalement. Mm. Bah, ça va avec l'accueil, enfin, tu vois ce qu'on disait tout à Ouais, l'heure, hein, le sens de l'accueil, quoi. ouais, tout à fait. Alors quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Roumanie? Ouais, d'y aller, de pas se limiter aux clichés qu'on peut avoir en France, vraiment de tenter l'expérience. La Roumanie, un peu comme la France en fait, d'une certaine manière, il y a tout en termes de relief. Tu veux aller à la mer, tu as les bords de la mer Noire, tu as le delta du Danube qui est sublimissime, enfin, qui vaut vraiment le coup, où il y a des espèces protégées, il y a énormément d'espèces protégées. Tu veux aller à la montagne pour skier, tu peux. Tu veux aller à la montagne pour randonner, tu peux. En plus, tu as du coup différents dénivelés en fait. Donc, si tu veux skier, tu vas à un endroit. Si tu veux aller faire de la rando, tu vas à un autre endroit. Tu veux aller dans des villes, tu peux. Toutes les villes de Transylvanie, il y a un air un peu de... Enfin, il y a des restes de l'Empire austro-hongrois. Donc, tu vois, il y a aussi cette ambiance-là. Euh, c'est d'y aller en fait. Et c'est de faire confiance à son instinct et d'y aller. Les gens sont accueillants de manière générale. Donc, en fait, en principe, on ne peut passer qu'un bon moment. En plus de ça, les Roumains parlent bien anglais. Il y en a certains qui sont francophones, mais l'anglais est hyper répandu, notamment dans la nouvelle génération, et enfin dans nos âges, tu vois, la trentaine, ils parlent tous anglais, donc tu peux te débrouiller. Et voilà, super accueillant, quoi. Ouais. Alors comment de ton côté tu prépares tes voyages? Alors, bon, pour la Roumanie, c'est un peu différent. Si je vais sur Bucarest, je prépare pas trop. Ouais. Par contre, là, tu vois, par exemple, pour les 3 semaines qu'on va faire avec une copine cet été, bah, en fait, on regarde quels sont les sites d'intérêt. On voit aussi là où on est des amis pour aller pour en profiter en même temps et aller dire bonjour. Mais en fait, on prend les sites qu'on n'a jamais fait. Par exemple, moi, j'ai pas fait tout ce qui est les bains Herculean, enfin donc en gros les thermes dans le sud-ouest de la Roumanie, vers Tournou-Sévérine, tu vois, les portes de fer qui sont en fait à Mmh. la frontière avec la Serbie, toute cette zone que j'ai pas fait. En fait, on sélectionne les zones qu'on n'a pas fait, dont on a beaucoup entendu parler, qui méritent d'aller voir. Là, on va partir en voiture, donc on fait aussi le trajet via Google Maps et via Michelin. Ouais. Et après, on regarde dans les guides, on fait appel aux copains aussi, tu vois, en mode ah bah on a pensé à ça, est-ce que tu peux nous filer des contacts? Donc voilà, on essaye toutes les sources qu'on peut avoir, mais les guides aussi, enfin les guides touristiques type Lonely Planet, le guide Michelin, le Routard, qui sont vraiment hyper complets. En plus, il y a des nouvelles éditions régulièrement, donc ils sont à jour dans les hébergements, notamment, tu vois, par exemple en montagne, dans le nord de la Roumanie. Ben, pour trouver une chambre d'hôte, enfin voilà, faut un peu chercher. Donc tu te dis, bon, déjà, c'est une première base pour trouver des infos, quoi. OK. Mm. Yes. Et quand tu voyages en dehors de la Roumanie, ouais, tu vas plutôt sur des guides comme ça? Ouais, plutôt sur des guides et après je te dis, je fais vachement confiance aux gens. Oui. Donc ça veut dire que, je vais aller en fonction du pays, je vais aller regarder, qui a habité là-bas ou qui a déjà voyagé là-bas et tu un petit message: «Bon, bah, du coup, j'ai prévu d'aller là, est-ce que tu peux me faire des recos?» Qu'est-ce qui est absolument à voir sur ton temps imparti, bien évidemment, tu vois? Parce que tu planifies aussi comme ça. Dans un temps imparti, genre, c'est quoi ton top 5? Si tu as un peu plus de temps, ton top 10. Et puis, tu fais des demandes, enfin, tu vois, d'avis et de recommandations pour des restos, pour des hébergements, etc. On a la chance, enfin, je pense, enfin, comme toi, d'avoir beaucoup d'amis qui Ouais. voyagent, enfin, d'être hyper mobile aussi. Enfin, on a cette chance-là. Donc, c'est aussi facile de trouver des gens qui ont été à droite à gauche et c'est ça qui est chouette aussi, quoi, Ouais. de Et du coup, pouvoir en voiture, il y partager. en a pour combien de temps? Pour aller jusqu'en Roumanie, Ouais. pour arriver jusqu'à la frontière avec la Hongrie, parce qu'on va passer par la Hongrie, t'as, je pense, 24 heures, un truc dans le genre.
Nous, on faisait, tu vois, quand on allait sur Bucarest, à l'époque avec les parents, on traversait la Roumanie en 9 heures, donc Ok. en gros d'un bout à l'autre pour aller jusqu'à Bucarest, et on faisait le voyage en 3 étapes. On s'arrêtait soit en Allemagne, soit à Vienne, après à Budapest, et après on réenchaînait la dernière partie. Ok. Donc non, non, c'est long. D'un bout à l'autre, en gros, Nantes-Bucarest, tu dois avoir ouais, 24 bonnes heures, je pense. Faut que je Mm. regarde exactement, mais Ouais, ouais. ouais. Et du coup, Ouais, non. t'as prévu des arrêts aussi, là, cette fois? Ouais, ouais, ouais. À l'aller, on va passer plutôt par l'Autriche et la Hongrie, et au retour, on va essayer de faire Slovénie-Italie. Yes. J'ai encore jamais été en Slovénie, du coup, j'ai vu qu'il y avait moyen de passer par la Slovénie, donc je pense qu'on va faire ça. Ouais, et puis ça vaut le coup, la Slovénie. Ah, superbe. Des photos que j'ai vues, superbe. Ah, mais si, j'ai fait une étape de 2 heures à Ljubljana, j'ai adoré. Ouais. Mais à Noël. Ah oui, en plus, Mm. ouais. Pas mal. Ouais. Nice. Qu'est-ce Mm. qu'on peut trouver dans ton sac à dos? Un appareil photo, euh, un guide, clairement un guide, enfin, un ou deux guides, un ou deux bouquins, ou ou une tablette pour lire, une liseuse. Euh, le téléphone, bien évidemment, j'ai envie de dire, une paire d'écouteurs ou un casque, les lunettes de soleil, toujours, et crème solaire, et puis le portefeuille, tu vois, et puis après, bon, des fringues et une gourde Yes. pour être écolo. Vous avez prévu d'aller sur la côte aussi? Ouais, on est en train de regarder là, je pense qu'on va essayer d'aller plutôt sur Kostinecht, qui est une station plutôt familiale. Et si on, j'ai pas envie d'aller à Mamaya. Mamaya, c'est trop hip hip, tu Ouais. vois, voilà. Sinon, on est aussi ouverte à descendre jusque chez les Bulgares. La côte Mhm. bulgare est magnifique, vraiment superbe. Donc, à voir. On est en train de regarder là. On sait pas encore exactement, mais soit Kostinecht, soit la côte bulgare. En fait, la partie delta du Danube, le problème, c'est que ça va être en fonction aussi de l'évolution de ce qui se passe avec l'Ukraine. Ouais. Ouais, Donc, forcément. on a besoin d'avoir un plan B. Ouais. Yes. Mm. Est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de les partager? Oui, quand j'étais en Serbie et que je travaillais à Belgrade, je bougeais beaucoup pour le travail. Et du coup, j'ai créé un compte Instagram que je dédie au voyage, que je n'ai pas alimenté depuis quelques temps, mais qui s'appelle All Over Serbia. Et Serbia à la mode serbe, enfin avec Ok. l'écriture serbe, donc avec le Y, le J et le I. Euh, et après, sinon, sur mon compte perso Instagram, mais plutôt l'autre qui était dédié à ça en fait. Donc au Mhm. moment où je l'ai créé, l'objectif c'était vraiment de documenter les voyages. Et puis bah, avec la crise du Covid, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, les voyages sont un peu plus compliqués, étaient un peu plus compliqués. Donc je pense que je vais reprendre sur ce réseau-là cet été pour la Roumanie là. Ouais. Top. Et ben on ira Mm. suivre tout ça. On mettra aussi en description du coup le lien vers ce compte Instagram. Merci. Du coup, tu voyages beaucoup. Est-ce que ça t'est venu tard ou est-ce que ça t'est venu dès que t'étais jeune? Enfin non. Du coup, ça t'est venu dès que t'étais Bah, jeune parce que. oui et non, en fait, on faisait beaucoup de, enfin, ce que je te disais, on allait régulièrement en Roumanie en voiture avec les parents. Après, voyage, c'est-à-dire la découverte du reste de l'Union, enfin, de l'Europe et du monde, c'est arrivé, bah, non, j'allais dire tardivement, mais en fait, non, je peux pas dire tardivement parce que les premiers voyages, tu vois, on partait en Allemagne. Mon père travaillait pour une entreprise allemande. Euh, il a, il a vécu en Angleterre et il a vécu en Allemagne. Donc il avait encore pas mal de contacts du fait de ces séjours-là, enfin, plutôt longs séjours d'ailleurs. Donc on allait régulièrement en Allemagne, en Angleterre. Donc j'ai commencé sur les coups de 10 ans, je pense, à voyager avec les parents. Et après, par contre, j'allais dire, on allait toujours aux mêmes endroits. En gros, on allait en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Ok. Et après, moi, j'ai vraiment commencé la partie voyage solo ou avec des amis en 2012. Et le déclencheur, ça a été un voyage qu'on a fait à Rome avec ma mère et ma sœur. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte en faisant les comptes là il y a quelques années que en fait, c'est à ce moment-là que
j'ai vraiment commencé à voyager, donc à découvrir les autres pays de l'Union européenne, à aller un peu plus loin dans des zones qu'on connaissait pas du tout, et finalement, pas tant en famille que ça, plus moi ou avec des potes, enfin solo ou avec des potes. Yes. Ouais. Mais est-ce Après, qu'il y tu a vois, une... j'ai jamais mis les pieds en Asie. J'ai fait Ouais. principalement l'Union européenne, Europe, Union européenne. J'ai eu la chance d'aller à Moscou et à Saint-Pétersbourg il y a 3 ans. Et j'ai fait Canada, enfin Québec et Boston. Tu vois, donc pareil, je considère même pas que j'ai fait ni le Canada ni les États-Unis quand tu fais qu'une seule partie de ces territoires qui sont immenses. Mhm. Donc, Et- plein de choses à découvrir. C'est clair. Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui te donne envie de voyager ou qui t'a donné envie de voyager? Des livres, il y en a pas mal. Il y a notamment Sylvain Tesson. Il y a eu aussi, je sais, j'ai plus l'auteur en tête. Je pense que ça doit être Laura Adler, mais je suis pas sûre. Les femmes voyagent que j'ai lu récemment, qui était pas mal. Après, pas tant que ça en fait. Enfin, si, j'exagère. Ok, je regarde beaucoup de dramas, Mhm. donc des trucs coréens, et j'avoue, ça m'a donné envie d'aller en Corée du Sud et d'aller voir comment c'est dans la réalité des choses. Après, sur le reste du monde, en fait, je suis assez inspirée par les comptes Instagram, notamment les comptes de photos qui font beaucoup de voyages. Et en fait, c'est plutôt ça qui m'inspire. Par contre, une série que j'ai adorée et qui m'a donné envie de d'aller en Roumanie, mais pas tant pour la partie voyage que plutôt pour la vie locale et tout, c'est Hackerville. C'est une série HBO Europe, je crois, qui est sur des hackers en Roumanie en fait, et comment ils arrivent à hacker une banque en Allemagne. Et c'était top en fait de déjà de voir cette série qui est produite et qui a été tournée en Roumanie. Et à côté de ça, de voir en fait quelles sont les dynamiques, tu vois. En fait là, ils mettent Timișoara en avant, mais Cluj, c'est une ville dans laquelle il y a énormément de c'est la Silicon Valley de l'Est, quoi. Mhm. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Ok, top, on ira voir aussi tout ça. Ok, Si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? allez, on y va. Et tu sais que je le dis, mais ça m'arrive en fait de le dire alors que mes potes, enfin ici, sont pas du tout d'Europe de l'Est. Ils ont enfin quasiment jamais voyagé dans ces zones-là et tout. Genre, Haïdé, allez, on y va. Haï. Ça va commencer à rentrer dans les têtes à la place C'est de ça. aller ou let's go. J'essaye petit à petit. Moi aussi, ouais. Du coup, j'avais une question, mais tu y as déjà répondu. Tu fais partie des passionnés d'Europe de l'Est. Comment t'es venue cette passion? Mais ça t'est venu grâce à la famille, en fait. Ouais, bah oui, oui, effectivement, ça joue une part importante. Après, tu vois, c'est marrant parce que ma sœur, donc, enfin, on a grandi ensemble, enfin, on n'a pas le même parcours professionnel, mais on a eu la même vie familiale. Elle est pas du tout, elle est pas du tout attirée par ça, quoi. Ok. Moi, je pense que j'ai vraiment cultivé, en fait, je voulais comprendre. Je voulais comprendre quelles étaient les origines de ma mère, comment ça se passait en Roumanie. En fait, j'avais besoin, je pense, de comprendre pour la comprendre, elle. Mhm. Et arrivé là-bas, en fait, bon, en plus, j'avais 24 ans, j'étais jeune, je venais de terminer mon master, j'avais la chance de travailler, mais en même temps, j'étais impliquée dans des assos étudiantes là-bas. Donc, en fait, j'avais les deux mondes, tant le monde étudiant où tu fais la fête et le monde professionnel, puisque c'était quand même le monde professionnel. Donc, en fait, tu vis une expérience, les deux expériences en même temps, et c'était génial, j'ai adoré, et en fait, ça m'a donné envie de découvrir le reste de l'Europe de l'Est que je connaissais très mal. Si je dois être complètement honnête, au moment où j'ai candidaté sur mon poste en Serbie, il a quand même fallu que je regarde sur la carte exactement où c'était, hein, tu vois. Donc c'est pour te dire, pour quelqu'un qui connaît l'Europe de l'Est, c'était quand même pas si clair. Et en fait, plus tu rentres dedans, je pense, enfin, plus tu arrives dans ces pays-là, plus tu as envie d'en savoir. Ne serait-ce que sur la partie géopolitique, sur l'histoire, etc. Il y a encore Mhm. énormément de choses qui se passent en ce moment qui sont liées à des conflits qui sont bien plus anciens. Enfin, c'est une zone qui est très riche à, à tellement de niveaux qu'en fait, tu cesses jamais de découvrir des choses. Et je pense que c'est ça en fait. J'ai mis un pied dedans et en fait, c'est un engrenage. C'est Ouais, happé. puis on n'en parle pas beaucoup, donc faut vraiment Ouais. aller chercher pour s'y intéresser et Mm. tout. Ouais. Mm. Ouais, totalement. C'était Mm. comment justement ces expériences en ambassade, à la fois en Roumanie et en Serbie?
c'est un monde à part. Ouais. C'est un vrai microcosme. Euh, Si tu fais pas l'effort de rencontrer des locaux, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure, tu peux facilement rester dans le monde des expats français. Alors en Roumanie, il y en a beaucoup plus qu'en Serbie, hein. Mmh. Mais c'était un microcosme. C'était hyper intéressant. J'ai rencontré des gens brillants, des gens difficiles aussi avec lesquels travailler, parce que je pense que quand tu arrives à certaines échelles, bon, tu as peut-être un peu moins de patience. Mais c'était vraiment super. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert le monde de la coopération décentralisée, de l'international. Et en fait, bon, déjà, c'était quelque chose que j'avais de base. Enfin, c'est une fibre. Mais là, je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie de travailler là-dedans, quoi. Et ça m'a... C'était top. C'est des expériences qui sont vraiment top. C'est assez marrant parce que je trouve qu'il y a limite une certaine part de liberté qu'on n'a plus en France. Là, on est très réglementé, t'as toujours un cadre réglementaire, juridique, pour énormément de choses. Enfin, et en fait, l'Europe de l'Est, je trouve que c'est pas le cas. Alors, tu vois, le terme que j'utilise régulièrement, c'est un chaos organisé. Mmh. Et je trouve que ça va bien, tu vois. Yes. Ouais, Mm, ouais. Et quelle ouais. place a l'Union européenne justement auprès des ambassades, notamment en Serbie, qui est pas encore dans l'Union, mais qui est candidate? Ça, c'est assez marrant parce que du coup, pour avoir travaillé dans un pays qui est membre de l'Union européenne et un autre pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, eh ben, figure-toi qu'en fait, les relations sont un peu différentes. Donc, en Roumanie, t'as vraiment t'as une unité en fait des autres ambassades. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, t'as un réseau fort des ambassades qui travaillent en Roumanie. Alors que en Serbie, où en fait, du coup, t'as plus de possibilités d'avoir des intérêts, enfin, tu vois, bilatéraux, et bah, je peux pas parler de compétition réellement, mais t'as quand même un peu plus de challenge. Mmh. Et tu sens que, sans aller jusqu'à la rivalité, mais il y a un peu de compétition en fait entre les ambassades. Et ça se sent ne serait-ce que par rapport à tout ce qui est l'équivalent de chez nous, les services de coopération. Les Allemands, ils sont hyper présents. Ouais. Ils sont hyper présents sur le territoire, ils ont des fondations. C'est assez intéressant de voir en fait comment ça fonctionne. Et à la différence du coup de la Roumanie, la Serbie a une représentation de la Commission européenne et une délégation en fait de fonctionnaires européens qui travaillent à Belgrade, qui n'ont pas du tout le même rôle que la représentation de la Commission européenne à Bucarest par exemple, parce qu'en fait ils sont pas sur les mêmes enjeux. Et c'est assez intéressant de voir comment ils travaillent dans les deux pays. Ouais, puis on le voit sur les instituts culturels aussi. J'ai l'impression que le Goethe-Institut a beaucoup plus de financement, notamment en Serbie, et donc qui sont un peu plus présents, que l'Institut français, ne l'est, en Serbie. Alors que Il y a l'Institut plus français est quand même sur, une des plus grosses artères de Belgrade. totalement, mais de nouveau en fait parce que il y a beaucoup plus d'enjeux. Ouais, En fait, sur un pays qui est hors membre de l'Union européenne, il faut se l'avouer en fait. Enfin, tu cherches l'influence. ouais, Plus tu vas avoir enfin plus ton ambassade va être dotée ou enfin ton institut, enfin l'équivalent de ton institut, en fait ton opérateur culturel il va être doté. Plus tu vas avoir de l'influence en fait sur le pays, sur la population et tout. Donc forcément, un pays qui est déjà membre de l'Union européenne, bah c'est un peu plus diffus. Un pays qui est non membre de l'Union européenne, tu peux gagner des parts de marché entre guillemets. ouais. Mm. Et on sent que la France a quand même perdu de son influence dans les pays des Balkans. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas quand je vais sur place. À l'époque, pour les gens en tout cas qui ont notre âge, les gens apprenaient le français à l'époque, à Ouais. l'école. Alors ils osent pas le parler avec nous parce qu'ils pensent qu'ils vont faire des erreurs et donc que nous on va forcément les Ouais. corriger, ou donc c'est pour ça ils ont un peu honte ou peur de parler français. Enfin en tout cas moi c'est comme ça Mm. que je l'ai vécu sur place. Et aujourd'hui la jeune génération n'apprend plus du tout le français, enfin quasiment plus. Très peu, ouais, très peu. C'est vrai, effectivement, on a perdu au profit de l'anglais et au profit de l'allemand. Il faut aussi se l'avouer, hein. Mais en fait, c'est assez marrant parce que l'anglais, alors bon, l'anglais, j'en parle même pas parce qu'en fait, Mmh. enfin, l'anglais, ok, bon, c'est comme ça. Enfin, de toute façon, le monde est globalisé et tout. Mais l'allemand, en fait, l'allemand, c'est le choix de la raison. Quand tu Ouais. apprends l'allemand, c'est le choix de la raison parce qu'en fait, tu sais que si tu vas dans un pays qui est germanophone, donc l'Allemagne ou l'Autriche, tu vas,
tu vas en fait trouver du travail. Enfin, Ouais. tu vois, tu vas avec un objectif économique. Tandis que le français, c'est la langue de cœur. Tu vois, Mmh. c'est le truc, tu le fais parce que c'est beau, parce que t'aimes la France, parce que t'as envie de découvrir, etc. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes enjeux derrière. Et en Roumanie notamment, l'allemand a pris beaucoup plus de place que le français, parce que t'as beaucoup de Roumains, jusqu'à il y a 5-6 ans, qui savaient en fait qu'ils allaient pas travailler en Roumanie. Et ils voulaient partir de Roumanie pour plein de raisons, et notamment beaucoup de raisons politiques, et qu'en fait, ils voulaient faire leur vie en Allemagne. Mmh. Et je Ouais, pense et que c'est puis la même chose avec la Serbie. La ouais, Serbie, ouais. il y a aussi pas mal des États du Nord, Norvège, Suède. Hein. Mmh. Mm. Ouais, puis forcément, c'est plus simple pour les Roumains d'aller s'installer en Allemagne parce qu'ils savent qu'en France, ils vont être mal vus. Enfin, c'est tous les clichés qu'on a, en tout cas, sur le peuple roumain et sur tous les peuples d'Europe de l'Est en France. Ouais. Et Ouais. forcément, ça donne pas envie à ces gens Ah de bah, venir ensuite et, s'installer. franchement, je peux que les comprendre. Ouais. Je peux que les comprendre. Et je vais être, tu vois, je trouve que la crise en Ukraine a vraiment, ça révèle, enfin, c'était très triste, mais ça révèle vraiment en fait quelle est l'opinion des médias Mmh. de certains journalistes qui sont des grands journalistes en fait, qui se sont permis des sorties sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en comparaison avec d'autres réfugiés, notamment d'Afrique. Je me dis mais ça devrait absolument pas être entendable. Et en fait, c'est là où tu mets en avant que bah oui, il y a quand même des problèmes quoi. Ouais, c'est Et clair. je comprends très bien qu'ils choisissent d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts, enfin intellectuellement, Mmh. et tant mieux, hein. Dans Ouais. un sens, franchement, il vaut mieux ça, hein, plutôt que de galérer sur ton parcours d'intégration en France. Dans le cadre du centre culturel, j'ai été amenée à rencontrer des Roumains qui sont installés en France depuis 7-8 ans. J'ai eu des exemples, mais j'étais Ouais. choquée, Thibaut. J'étais choquée. Vraiment. On en reparlera, Mmh. mais j'étais vraiment sidérée. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, la France essaye de mettre en avant l'accession des pays des Balkans dans sa présidence française de l'Union européenne. On Oui. espère que ça ira un peu plus loin que ce qui a été fait ces dernières années. Il n'y a Mais pas à voir. d'unanimité encore au sein des pays de l'UE, et quand tu sais quelle est la procédure pour faire entrer un pays Ouais. dans l'Union européenne, il y a besoin d'une unanimité du coup des 27 maintenant. Mmh. Pas gagné, hein. C'est Ça va vraiment être pas long. gagné. Ouais, ça va être long. C'est triste, mais ça va être long, effectivement, ouais. Mm. Bon, on va terminer ce podcast avec un Oui. défi que je vais te lancer. Ok, Du coup, avant de finir, il faudrait que tu m'apprennes quelques mots en roumain, ok. si tu peux, Oh, bien sûr. avec plaisir. Allez. Alors, bonjour, ça se dit bună ziua. Bună ziua. Ouais. En Ok. fait, on a de la chance, toi et moi, parce qu'on parle français, et que le romain est une langue latine. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Merci, ça se dit merci. Merci. Ouais. Il Ou faut rouler le R un peu. merci. Ouais, faut Mmh. rouler un peu le R. Ouais, ta langue, Ok. tu vois, ouais. Un peu comme pour le serbe. Ouais. Et ou tu peux dire mulțumesc. 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 Voilà, mulțumesc. Ok. T'as le CCDI et le TCDI. Yes. Donc bonjour, merci et allez, bon appétit parce que on arrive sur les heures du déjeuner. Poftă bună. Poftă bună. Ouais, exact. Super. Voilà, Top. Et ben, je vais pouvoir aller en Roumanie et dire quelques mots maintenant. voilà. Et c'est l'essentiel, c'est les mots Yes. essentiels. Et l'essentiel aussi, c'est de commander une bière dans un bar. Alors, comment je peux dire une bière, s'il vous plaît, par exemple? Ah, o bere, te O, rog. Sau, ouais, o bere, te rog. o bere Donc, te rog. ouais, c'est ça. Bere, c'est la bière et une bière, s'il te plaît. Ok. O bere, te rog et te rog, s'il te plaît. Parfait. Ben, maintenant, je peux aussi commander une bière sur place. Et du coup, pour finir ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Donc, ça peut être une chanson, un compte Instagram, une chaîne Ouais. YouTube, tout ce que tu veux. Si j'ai une recommandation en musique à faire, ce serait d'écouter le groupe Subcarpați, et notamment l'un des... Je sais pas quel est vraiment le terme parce que j'arrive pas à savoir exactement comment ils sont associés, mais c'est un groupe dont dépend Subcarpați qui s'appelle Phantom,
donc comme fantôme. Et il y a un morceau que moi j'affectionne particulièrement qui s'appelle Vénus, qui est très chill en termes de musique, mais le clip est superbe. Et Yes. ils ont les masques, enfin, ouais, si t'as l'occasion d'aller regarder, va. Mais vraiment top. Donc Subcarpath Ouais. et Fantôme. On en avait parlé parce qu'ils étaient au Electric Castle l'an Ah dernier. bah, ouais. À Et du Cluj. coup, ouais, à Cluj, ouais, tout à fait. Ouais, Quentin, qui était notre ouais. reporter sur place, en avait parlé. La session qu'ils ont fait l'année dernière, du coup, qui était vraiment en comité très restreint, qui a été diffusée l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Qui a été diffusée en live sur YouTube, était folle. J'ai Ok. encore des souvenirs de cette soirée où j'étais avec Maria chez elle, on avait le vidéoprojecteur, on était en train de chanter à tue-tête dans son appartement de 40 mètres carrés. Et c'était une expérience vraiment chouette à distance, tu vois, mais Ouais. c'était vraiment top. Et effectivement, ils sont passés à Electric Castle. Mais c'est un groupe qui passe régulièrement parce qu'ils sont très connus. Et là, Ouais. j'ai vu qu'en ce moment, ils sont à Londres pour un Ok. festival aussi. Yes. Mais très, très, très bien. Et ils mixent avec de la musique traditionnelle aussi. Ils ont certains morceaux avec Colin Hahn, qui est un génie de la musique traditionnelle. Il joue avec plein d'instruments, enfin avec des flûtes, mais des flûtes très anciennes. Enfin, ouais, top. Bon, bah top. Bah, je rajouterai pareil le lien vers Ok, la vidéo dans la description. chouette. Bah, merci beaucoup, Anaïs. Eh ben merci à toi Thibaut, c'était chouette de participer à ce podcast et te voir. Ça fait longtemps, donc c'était top. Merci pour l'invitation. Et bah, merci à toi et à bientôt. À très bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!